Pourquoi faire encore confiance à la justice quand on est féministe ? Coucou chers auditorices, c'est l'heure de renverser la table avec maître Élodie Tuaillon-Hibon, avocate au barreau de Paris, chercheuse en droit et autrice d'un court essai très incisif intitulé « Il faut faire confiance à la justice », dans lequel elle propose une mise au point. Écoutez donc. Pour moi, il y a un continuum en fait entre le fait qu'on ne poursuive pas suffisamment les violences sexuelles et qu'on poursuive trop en fait les militantes, les militants, les manifestants, etc. Pour moi, c'est vraiment les deux faces d'une même médaille. Étant donné que nous sommes visiblement dans une logique d'économie, moi j'ai envie de dire moins de manifestants, poursuivis, un peu plus de violeurs, ça serait bien je crois. Renverser la table. Un podcast de Victoire Tuaillon. Ici, on a des bonnes conversations avec des personnes qui peuvent nous aider à comprendre un peu mieux le monde, les autres et nous-mêmes. Qui nous encouragent à ouvrir les yeux, même quand ça fait peur parfois, tout en gardant espoir quand même. Alors, pourquoi faudrait-il encore faire confiance à la justice quand on voit tout ce qui dysfonctionne dans notre système judiciaire, notamment le traitement déplorable des violences machistes ou son fonctionnement si souvent raciste et bourgeois, ça peut donner envie de tout bazarder. Et pourtant, la justice reste l'un des piliers essentiels de la démocratie, un contre-pouvoir vital. D'ailleurs, c'est bien pour ça que tous les régimes autoritaires, de Donald Trump à Viktor Orban en Hongrie, s'y attaquent férocement. C'est bien parce qu'elle enquête sur leur corruption et qu'elle les condamne parfois que tant de politiciens, chez nous, de tous les bords, cherchent à discréditer, à contester et à appauvrir la justice. À quoi ressemblerait une justice vraiment démocratique, populaire, qui ne reproduit pas les dominations, qui ne serait pas au service des dominants ? Pourquoi continuer de défendre les grands principes de la justice comme le contradictoire, la présomption d'innocence, l'égalité des armes, même quand on se bat pour un changement radical de tout le système ? Mon invité se passionne pour ces questions avec un haut niveau d'exigence, celui d'une femme féministe, syndiquée et profondément de gauche. Depuis plus de 20 ans, au barreau de Paris, maître Élodie Tuaillon-Hibon assure les intérêts de ses clientes et parfois de ses clients. Elle défend principalement les droits des femmes victimes de violences sexuelles, physiques ou économiques, mais aussi les droits de militants et de syndicalistes réprimés dans les mouvements sociaux. Elle a assisté les victimes dans des dossiers très médiatisés où les accusés ont du pouvoir, par exemple contre le maire de Draveil, Georges Tron, condamné pour viol et harcèlement sexuel, ou contre un ministre toujours en exercice, Gérald Darmanin. Quand elle ne court pas dans les couloirs du palais, dans sa longue robe noire, Élodie Tuaillon-Hibon est à la bibliothèque en train de bosser sur sa thèse sur les violences sexuelles et l'État. Ou alors, elle est dans la rue, en manif, elle qui milite pour, je cite, un droit universel des migrants, contre la droite et le fascisme, contre le capitalisme et le libéralisme, pour la liberté d'expression, les droits des Palestiniens et pour un droit à la beauté et au plaisir. De temps en temps, j'ai la chance de l'attraper tôt le matin au café pour un tête-à-tête en toute sororité. Car oui, comme le laisse deviner notre nom de famille commun, Élodie Tuaillon-Hibon est ma grande sœur. Nous nous connaissons très bien toutes les deux. C'est en admirant ma grande sœur que je suis devenue féministe. C'est elle qui m'a offert tant de livres, de réflexions et de conseils. Depuis l'enfance, discuter avec mon aîné bien-aimé reste l'une de mes activités préférées. Mais cet épisode, nous l'avons pensé pour vous, chers auditorices. On a tenté de répondre à vos questions. Faut-il toujours porter plainte ? Pourquoi les enquêtes sur les violences sexuelles sont-elles si malmenées ? Pourquoi ça coûte aussi cher de se défendre ? L'avocate raconte aussi pourquoi elle a choisi de ne jamais défendre des agresseurs et pourquoi elle aime s'occuper de ce qu'on appelle les mauvaises victimes. Mais d'abord, elle commence par nous expliquer pourquoi, quand on aime l'idée de justice, on doit tout à la fois critiquer vigoureusement les institutions judiciaires et les défendre. Il faut aider une idée, une institution qui est nécessaire, selon moi, dans une démocratie qui ne fonctionne pas bien, qui parfois produit des choses merveilleuses, mais souvent des choses aussi très contestables, voire épouvantables. Il faut que tout ceci s'améliore parce que nous avons toutes et tous besoin de justice. Donc l'idée, c'est plutôt un constat,
qui ne soit pas un constat porté par le complotisme et l'extrême droite, etc., qu'on entend beaucoup actuellement. Tu veux dire de contestation des décisions de Oui, justice, de contestation de dire que... sans amour, en fait, de la justice. J'entends parfois une grande hostilité aussi, et on le comprend aussi dans des milieux d'extrême gauche ou de gauche, comme si en fait on pouvait se débarrasser complètement de la justice et quelque part faire justice nous-mêmes parce que, je sais pas, on y arriverait mieux et que... Oui, tu vois. alors moi je suis pas du tout fermée sur ce sujet. Je pense que même si en fait, si on se passait de la question de l'institution, parce que c'est ça aussi une partie de la problématique, c'est la question de l'institution et donc derrière la question de l'État, hein. Pour autant, on ne pourrait pas se passer de la plupart de ces principes qui aujourd'hui existent. Il faudrait absolument les conserver, à mon sens. Le contradictoire, la présomption d'innocence, l'égalité des armes, enfin, quelle que soit la manière dont on envisagerait la justice pour une démocratie nouvelle, ces principes, il faudrait les garder, je crois. Dans ton livre, tu rappelles que on connaît très mal la justice, à moins d'y travailler, et que très souvent, on a l'impression que la seule justice qui existe, c'est la justice des téléfilms et des films. Donc, c'est la justice pénale. Levez-vous, enfin, avec les cours d'assises et tout ça. Américaine en plus, ouais. Américaine en plus, ouais. Or, tu dis que quand on est victime de violences sexuelles, la justice pénale, c'est pas forcément la seule à laquelle on va avoir affaire. Est-ce que tu peux très brièvement donner quelques exemples de justice qui n'est pas pénale et qui concerne aussi les victimes de violences sexuelles? Bien sûr. Par exemple, la responsabilité civile. On peut tout à fait choisir de faire uniquement réparer le dommage qui a été créé en fait par les violences sexuelles, de s'épargner la violence d'un procès pénal pour finalement ne se concentrer que sur l'aspect réparateur civil des choses. On peut également, et ça c'est bien aussi quand ça arrive, par exemple au sein d'une organisation, qu'elle soit militante ou qu'elle soit dans l'entreprise, on peut aussi espérer avoir satisfaction par l'exclusion, par exemple, du membre qui vous a porté atteinte, que ce soit l'exclusion d'une association, d'un parti ou d'une entreprise. Donc il y a quand même il y a plein de choses. Une entreprise, c'est la justice prud'homale, par exemple, qui va dire devant les prud'hommes, on va oui, dire mais avant ça, même avant ça, enfin, je veux dire, il faut pas oublier quand même que l'employeur, c'est le maître à bord, si je puis dire, avec quelques aménagements, mais bon. Et donc, il a le pouvoir de licencier quelqu'un qui a fait du mal à une autre personne, en fait, et qui a contrevenu aux règles du vivre ensemble en entreprise, aux règles du code du travail. Donc, et ça peut suffire à des victimes, en fait. Par exemple. D'exiger que la personne qui les a harcelés ou qui les a agressés ou qui les soit exclue de leur lieu de travail, et que leur employeur dise oui, c'est vrai, on n'avait probablement pas la structure parce que c'est des problèmes structurels aussi, les violences sexuelles, en tout cas en entreprise. Donc peut-être qu'on n'avait pas la structure à même de vous préserver de ce qui s'est passé, etc. Donc on va aussi vous indemniser, ça serait vraiment bien. Mais donc, attends, pour être clair, une personne qui vient te voir parce qu'elle a été victime de violences sexuelles, par exemple, au travail, tu pourrais aussi lui dire, vous pouvez déposer plainte pénalement, mais on pourrait aussi faire une procédure, ou à la place faire une procédure, par exemple, devant la justice civile, en fait, oui. Pour être indemnisé. Ou alors, on pourrait aussi attaquer votre employeur au prud'homme parce qu'il n'a pas respecté l'obligation de vous protéger. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est une grande partie de notre travail. Au début, quand on reçoit quelqu'un. Alors, bon, moi, je suis féministe et je suis pour l'autonomie des gens. Et je pense que c'est important que les victimes puissent se réapproprier leur vie aussi. Donc, nous, on n'impose jamais rien au cabinet. Mais donc, on propose une espèce de palette, si tu veux. Donc elles arrivent, voilà mon histoire, et toi tu leur dis, avec ta collaboratrice, vous leur dites, vous pouvez faire ça, voici les différentes façons d'agir. Okay. C'est ça. Okay. Et vraiment, il y a toutes sortes de choix et toutes sortes de réactions en fonction des personnes. Il y a vraiment des personnes qui veulent absolument pas entendre parler de plainte pénale. Dans ces cas-là, on essaye de construire autre chose. Parce que la justice pénale, c'est une justice qui punit, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est celle, je vais résumer de manière un peu caricaturale, mais c'est celle qui va envoyer l'agresseur en prison, quoi. Ok. Mais j'apprends aussi, je ne savais pas, que par exemple, on peut être acquitté, enfin quelqu'un peut être acquitté devant la justice pénale, mais peut quand même être condamné
à verser des indemnités pour les faits qu'il a commis. Mais si cette personne est acquittée, ça veut dire qu'on la reconnaît comme étant innocente ? Non, alors oui, elle est innocente au plan pénal, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a estimé qu'il y avait par exemple trop de doutes. En l'état actuel des débats et du dossier pour entrer en voie de condamnation contre elle, parce que, enfin, il faut pas croire non plus que les magistrats s'amusent à condamner à tour de bras. C'est comme ça, c'est pas tout à fait exact. Quand le doute est trop fort, parce que la défense a très bien fait son travail et qu'elle a réussi à convaincre sur ce point, par exemple, eh bien, la personne peut être acquittée ou relaxée. Pour autant, être relaxé ou acquitté au bénéfice du doute, ça n'efface pas tout, c'est pas une ardoise magique. Et le dossier a pu faire émerger de manière certaine des actes ou des comportements qui, s'ils ne sont pas suffisants pour entraîner une condamnation pénale, sont suffisants pour démontrer l'existence d'une faute civile. On peut pas te dire que tu es un violeur. Pour autant, le dossier a permis de faire émerger que, par exemple, tu avais bien commis un acte sexuel dans le cadre de l'entreprise en étant le supérieur hiérarchique. Bon, alors on n'aura pas réussi à démontrer par exemple l'intentionnalité, c'est pour ça que la personne aura été acquittée. Pour autant, tu auras commis une faute civile, donc tu seras quand même responsable. Ok. À quoi ça ressemble la justice quand elle est bien rendue ? Qu'est-ce qui fait que malgré tous les dysfonctionnements, on va revenir en détail sur ces dysfonctionnements de la justice que tu dénonces dans ton livre, dans plein de prises de parole, qu'est-ce qui fait que tu n'as quand même pas raccroché la robe et que tu aimes quand même ce métier et que tu as de l'estime pour la justice qui est bien rendue ? À quoi ça ressemble ? Bon, alors d'abord, moi, j'ai de l'estime pour les gens qui essayent de bien exercer leur profession, quelle qu'elle soit. Parce que c'est vrai que ça arrive pas souvent d'avoir la martingale complète, mais quand ça fonctionne du début à la fin pour votre cliente ou votre client, qu'il est à la fois ou elle est à la fois correctement traitée. Je dis pas que la justice doit être une espèce de bonbonnière où tout est rose, on met les gens dans des cotons, c'est pas ça, mais bon, traité avec un minimum de respect et de dignité, où il ou elle est entendu, où il y a une enquête sérieuse, où les relations avec les adversaires, même si elles sont fortes, virulentes, même si c'est rugueux, même si ça cogne, restent quand même dans la limite admissible en fait du respect, etc. Et que au final, à la fin, on peut presque même se serrer la main parce que ok, il y a quelque chose de l'ordre du sport, quoi. On s'est bien battu, on s'est mis des grosses baffes, mais on s'est quand même bien respecté. Et que le magistrat ou la magistrate a rendu une décision qui a essayé de vraiment tout prendre en compte, de rendre la justice. Bah oui, évidemment, c'est extrêmement agréable. Et je vais te dire, même quand on perd, il y a manière et manière de perdre, tu vois. C'est-à-dire que si on perd au terme d'un processus, je dirais respectueux, qui n'a pas généré de souffrance particulière, supplémentaire, qui explique bien et qui apporte quand même une forme de réparation morale à la personne qui perd, ou qui est condamnée, c'est vraiment agréable en fait. Tu te dis, ça sert un peu à quelque chose, quoi. Une forme de réparation morale parce que quoi ? Parce que son histoire a été bien comprise, parce que oui. Aussi ce truc qui me paraît super important, c'est que dans un procès ou dans une procédure, on remet à plat tous les faits, la chronologie, on re-raconte l'histoire et j'ai l'impression que ça a une vertu quasiment thérapeutique en fait en soi quand c'est bien fait, en fait que quelqu'un d'autre raconte l'histoire dans un langage assez neutre, assez technique, mais quand même les dates, les faits, les paroles, les citations, ce qui s'est passé, tout est bien remis dans l'ordre, quoi. Tout à fait, c'est extrêmement important. Moi, je viens te voir plaider dès que je peux. Alors, tu me préviens pas souvent. C'est souvent au détour d'une conversation que j'apprends que ça y est, il y a un procès. Donc, quand ça arrive, j'annule tout. Je déboule au tribunal pour voir comment tu fais ce métier. Puis aussi parce que je trouve ça vraiment super intéressant, les procès. Et donc, je sais, pour t'avoir vu à l'œuvre, que même quand c'est dur, même quand c'est décourageant, même quand il faut attendre des heures et des heures dans des salles glaciales, parce que
je sais pas comment c'est organisé, mais enfin, ça a l'air d'être bizarrement organisé quand même. Il y a un issue, on va dire, sur voilà, la là, il y a quand même, température des voilà. salles. Même en sachant que tu vas jamais devenir riche, en fait, en défendant des victimes de violences sexuelles. Enfin, probablement pas, on va en reparler. Contrairement au fantasme. Oui, voilà, mais bon. On va en reparler. Tu exerces ton métier avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir et de goût du travail bien fait. Moi, j'ai vu voilà, j'ai vu parfois quand tu plaidais des juges qui étaient manifestement très émus de ce que tu es en train de raconter. J'ai senti la salle frissonner parfois avec des choses que tu disais. J'ai vu la reconnaissance de clients, de clientes, d'être bien assistés, quoi, bien défendus par toi, d'être bien écoutés. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter aussi un peu ce plaisir que tu prends à l'exercice de ton métier et pourquoi c'est super important aussi pour rendre une bonne justice? Alors, ce plaisir, même dans des circonstances, c'est vrai que c'est paradoxal de présenter les choses comme ça, et je voudrais faire en sorte de ne pas être mal comprise. Ce plaisir, c'est d'abord celui de pouvoir servir, en fait. Servir la personne qui est dans le mal, quelle qu'en soit la raison, qu'il soit accusé, qu'elle soit victime, qu'elle ait été licenciée, ou peu importe. C'est une personne qui est dans le mal, c'est une personne qui vient vous voir qu'elle est dans une vulnérabilité, qui va devoir s'adresser à une institution qui est quand même un peu absconse, un peu jargonnante, un peu inaccessible, beaucoup inaccessible, que la plupart de nos compatriotes connaissent fort peu, qui a des douleurs, qui a des revendications, qui a des cris, qui a des besoins. Et pour moi, c'est extrêmement important de parvenir à restituer à la fois l'humanité de mon client ou de ma cliente, ses besoins, ses demandes, sa position, et également de les transformer en droit. C'est-à-dire d'être à la fois sa porte-parole. Je ne peux pas être davantage que cela. Je n'ai pas le droit de dire plus que ce que mon client ou ma cliente me confie. Et en même temps, il faut bien que je le traduise en éléments juridiques aussi. Et pas seulement que je sois dans l'émotion ou dans la défense de son humanité. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une satisfaction quand j'ai l'impression de ne pas avoir trahi les intérêts, la parole de mon client, de ma cliente. Première chose. Deuxième chose, c'est une satisfaction quand vous avez l'impression d'avoir réussi à faire passer des arguments au tribunal ou à la cour. Bon, on a dit tout ce que tu aimais tellement dans la justice et tout. Maintenant, on va aller quand même expliquer ce qui dysfonctionne, ce qui devrait absolument changer. On va suivre le chemin que suivent généralement les victimes de violences sexuelles quand elles vont déjà décider de porter plainte. Alors, on sait que déjà, c'est une minorité de victimes de violences sexuelles qui portent plainte. C'est de l'ordre de 10% des personnes qui ont subi de la violence, que ce soit des viols, des agressions sexuelles, du harcèlement, voire des violences conjugales qui vont porter plainte. Mais ensuite, une fois que la décision est prise, déjà, il faut rappeler que ni la police ni le procureur ne peuvent refuser de prendre des plaintes. Ils doivent prendre en compte la plainte, contrairement à ce que disent beaucoup de policiers. Mais déjà, au moment du dépôt de plainte, ça peut mal se passer. J'ai une question de Stéphanie qui, elle, demandait des conseils sur ce dépôt de plainte. Elle demande, par exemple, il faut toujours se faire accompagner par un avocat ou une avocate? C'est mieux. Et comment est-ce qu'on s'y prépare bien? Parce que comment ça peut mal se passer, ce dépôt de plainte? Le problème, c'est qu'on ne peut pas prévoir, en fait, comment ça peut mal se passer. Enfin, on ne peut pas prévoir. Nous, on sait, avec l'expérience, qu'en fonction de l'histoire, en fonction de la vie de la personne qu'elle nous a un peu racontée, etc., avant, on sait que ça peut mal se passer, dans le sens où on sait que ça va... Enfin, si on tombe sur quelqu'un qui n'est pas formé, qui est de mauvaise volonté, voire que tout simplement qui est ultra sexiste, en fait, on sait qu'elle a allumé, en fait, déjà des... Enfin, elle a... C'est pas de sa faute, je veux dire, il peut rien, mais il y a des red flags, en fait, et que ça va convoquer immédiatement des stéréotypes, des préjugés qui vont être extrêmement blessants, qui peuvent d'emblée faire déraper la prise de plainte, quoi. Donc, c'est mieux d'être accompagné d'un avocat ou d'une avocate, surtout s'il est bon, j'ai envie de dire. Une fois qu'on a déposé plainte, il y aura peut-être une enquête. Et là, tu écris que tu constates des énormes différences de traitement
entre des personnes qui sont mises en cause dans des affaires de violences sexuelles, notamment de viol, et des personnes qui sont mises en cause dans des affaires plus politiques, par exemple des activistes antinucléaires, des syndicalistes, même les affaires de stupéfiants, en fait. C'est quand même pas les mêmes moyens Clairement pas. Qui sont déployés dans un cas ou dans l'autre. Tu dis que voilà, il y a certains dossiers qui donnent à voir une débauche, je te cite, parfois spectaculaire de moyens d'investigation, où on fait des actes qui coûtent cher, qui sont difficiles, qui sont longs, qui sont bons. À quoi ça ressemblerait des enquêtes sur des violences sexuelles où il y aurait autant de moyens? Par exemple, qu'est-ce qu'on devrait faire selon toi dans ces enquêtes et qui souvent n'est pas fait? La première chose à faire, c'est saisir les ordinateurs et les téléphones portables. C'est quasiment jamais fait, en fait. Ah ouais? Bah non. Pourquoi? Parce que, alors de bonne ou de mauvaise foi, en fait, je cherche même plus à savoir pourquoi. Je constate, ça n'est quasiment jamais fait. Voilà. Et alors qu'on pourrait retrouver, par exemple, des échanges entre l'agresseur et la victime, alors qu'on pourrait retrouver... complètement. Donc si c'est pas la victime elle-même qui apporte en fait des SMS qu'elle a pu garder ou des mails, etc., tant pis. C'est encore plus grave, j'ai envie de dire, dans des affaires d'inceste ou de pédocriminalité, en fait. On devrait aussi souvent interroger beaucoup plus de personnes. On devrait fournir beaucoup plus de vérifications sur les éléments de contexte, etc. Nous, on le fait parce que c'est pas fait et qu'on sait en fait que ça peut être à même de faire basculer l'avis d'un magistrat sur la suite d'un dossier ou pas. Mais en fait, le travail des avocats, des avocates, c'est aussi quelque part de compléter l'enquête de police. Bah oui, avec des éléments dont nous on sait que voilà, c'est important. Ok. Est-ce que, par exemple, il devrait y avoir beaucoup plus de détention provisoire dans ces affaires-là? Donc, détention provisoire, c'est quand il y a une enquête, que quelqu'un est mis en examen, on peut décider, le juge peut décider qu'on va détenir cette personne provisoirement en attendant qu'elle soit jugée. Est-ce que c'est quand même priver quelqu'un de sa liberté? Est-ce que, selon toi, il devrait y avoir beaucoup plus de détention provisoire dans les affaires de violences sexuelles? Parce que ça se fait plus dans des affaires, justement, de stupéfiants, de terrorisme, pour les cambrioleurs, pour tout ça. La question de la détention provisoire, pour moi, c'est une question qui est compliquée. Je pense qu'il y a... En fait, moi, je dirais peut-être un peu plus de détention provisoire dans ces dossiers-là et un peu moins dans d'autres, même beaucoup moins dans d'autres, et moins longue, avec une justice qui se passe plus vite, parce que la France, elle est quand même championne d'Europe, je crois, des violations des droits de l'homme en la matière, ce qui est quand même pas satisfaisant. Mais il est sûr que nous, on travaille souvent dans le cadre de dossiers, les violences sexuelles, les violences intrafamiliales, violences de genre, etc., où la détention provisoire peut s'imposer avec vraiment une utilité, parce que on évite de faire pression sur les victimes, parce que on commence à faire casser l'emprise, parce que tout simplement aussi ça éviterait peut-être que certaines femmes soient assassinées en fait par leur conjoint ou ex-conjoint alors qu'elles viennent d'aller porter plainte il y a 48 heures. Bon. Dans les affaires de VSS, on entend souvent ces paroles contre paroles. Dire oui, mais souvent il n'y a pas de preuves et tout ça. Et tu soulignes que même cette façon d'imaginer les preuves, cette façon de considérer les preuves, elle est quelque part aussi biaisée, parce que en fait on aimerait presque que pour prouver un viol, il y ait des preuves soient filmées, comme le procès comme ce qui est arrivé à Gisèle Pellicot, quoi, comme si c'était ça soulagerait tout le monde en fait. Oui. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, et ça c'est quand même quelque chose, j'invite les magistrates et les magistrats à s'interroger sur ce phénomène chez eux que je constate systématiquement. C'est quand même qu'il semble beaucoup plus ennuyeux de se tromper en matière de de violence sexuelle que en toute autre matière. Donc on pousse le degré d'exigence de preuve à un niveau qui est vraiment rarement vu, quoi, à part dans certains dossiers. Et puis on nous impose aussi des injonctions paradoxales. On nous dit à la fois c'est parole contre parole, mais en même temps la parole de la victime, au final, parfois t'as vraiment l'impression qu'elle a aucune valeur et qu'on l'écoute pas, en fait, que c'est comme si elle était même pas témoin de sa propre histoire. Mais c'est ça, en fait. Déjà, ça m'a fait un choc aussi de lire ça, qu'en fait une victime, elle est témoin. Ça lui arrive à elle. Elle est témoin. Oui, mais on fait comme si... En fait, ça n'avait pas de valeur, puisque justement, ça lui arrivait à elle. C'est ça.
C'est ça. C'est bizarre. Mais c'est pour ça que, et là-dessus, je voudrais revenir sur quelque chose qui agite beaucoup le milieu judiciaire. Quand on a commencé à populariser le je te crois, qui pour moi reste quelque chose d'extrêmement important, c'est pas pour dire je te crois aveuglément tout le temps, c'était pas ça le sujet. C'était pour dire en fait, je vais pas commencer par ne pas te croire en fait. Donc je vais commencer par croire ce que tu me dis et t'écouter surtout. Je vais commencer par t'écouter. Si on continue sur ce chemin de tout ce qui dysfonctionne quand on porte plainte et quand on s'engage dans une procédure judiciaire, ensuite les victimes disent souvent que avant même le procès, en fait, c'est toute la procédure qui est éprouvante. Enfin, si jamais elles arrivent à un procès, parce qu'encore une fois, il y a en fait l'immense majorité des plaintes dans les violences sexuelles, elles sont classées sans suite, de l'ordre de 80 à 90%. Donc il y a en fait assez peu de chances d'arriver jusqu'à un procès. Mais elles disent que c'est toute la procédure qui est éprouvante. C'est le fait de devoir voir des experts qui... Ah oui, parce que dans les experts, il y a vraiment à boire et à manger. Le fait de devoir répéter 10 fois la même histoire, le fait de devoir subir tout un tas d'examens, de devoir payer aussi pour chacun de ces examens, chacune des expertises et tout ça. Comment est-ce que ça pourrait être moins pénible ? Enfin, pourquoi, par exemple, on fait répéter 10 fois la même histoire aux victimes ? Alors ça, pour moi, ça tient vraiment, c'est un archaïsme, je pense. Je sais pas, pour moi, c'est limite comme l'ordalie, quoi. Tu vois, c'est-à-dire c'était un vieux mode de preuve, en fait, au Moyen-Âge, où en gros, on te disait, donc marche sur l'eau, et si tu coules, c'est que tu mens, quoi. C'est que tu es coupable, en fait. Voilà, bien sûr, personne ne peut marcher sur l'eau. Enfin, vous voyez, tu vois, c'était ça l'idée, c'était de dire, fais un truc extraordinaire qui peut marcher. Si par extraordinaire ça marche, ok, peut-être on te croira. Donc c'est ça, pour moi, l'idée, c'est vraiment du fait un peu de dire, allez, à force de répéter son histoire, elle va bien finir par s'emmêler les pinceaux et je vais finir par la choper, quoi. Elle va bien finir par dire... à côté au lieu d'en face, par exemple. Elle va bien finir par dire emmener au lieu d'accompagner. Elle va bien finir par... On espère des trucs, des glissements sémantiques pour dire « Ah !» Vraiment, enfin, il y a encore de ça, c'est une menteuse. Tu crois pas que c'est juste un problème d'organisation, quoi? Je sais pas, ils se sont pas dit qu'ils pouvaient filmer les victimes au moment du premier témoignage et voilà. Non. Je pense qu'il y a vraiment un truc aussi où on veut pas adapter. Alors, c'est un principe fondamental, l'oralité, notamment en matière pénale, c'est hyper important. Mais en fait, ce à quoi on assiste, pour moi, ça fait longtemps que c'est sorti du seul principe de l'oralité. On pourrait parfaitement déjà commencer par écouter le témoignage enregistré lors de la première audition, par exemple, chez le juge d'instruction, par exemple. C'est vrai que ça fait quand même un moment qu'on a des techniques d'enregistrement vidéo. C'est quand même pas très compliqué. Et ensuite, se contenter peut-être de lui poser les questions qui ne lui ont pas été posées. Ça serait quand même pas mal. Parce que, nous, on compte avec les consoeurs qui font beaucoup cet exercice aussi. Je dis consoeurs parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de confrères qui pratiquent ça de manière régulière, quotidienne, militante. On compte et parfois nos clientes ou nos clients, ils sont obligés de répéter l'histoire à tous les stades de la procédure entre 6 et 9 fois, quoi. C'est insupportable. Et ça sert à quoi, en fait ? Bien sûr qu'entre les deux, il va y avoir des variations qui peuvent être... Oui, mais parfois, vous l'utilisez aussi pour dire, regardez, elle a toujours été constante dans son témoignage. Oui, mais moi, j'en ai marre de cet argument, en fait. Pourquoi ? Parce que je voudrais que mes clientes et mes clients arrêtent de souffrir. Je préférerais ne plus avoir cet argument et qu'au moins, on ne leur pose pas 10 fois, on ne les oblige pas 10 fois à se revictimiser en répétant, parce que c'est ça qu'il faut comprendre pour la victime de violences sexuelles. C'est pas juste quelqu'un qui raconte ce qu'il a subi, c'est quelqu'un qui revit en partie les faits. Bien sûr. Voilà. Donc, à moins d'être à nouveau complètement dissocié et de tenir tout ça à extrêmement distance, mais pour moi, c'est de la torture psychologique, en fait. On sait aussi que ça dure très longtemps. Il y a ces 7 ans en moyenne pour une procédure judiciaire pour viol, 5 ans pour une agression sexuelle. C'est trop long ? Ah oui, c'est beaucoup trop long. Alors ça, vraiment, c'est une chose qui doit changer impérativement. On sait aussi que ça coûte de l'argent. Il y a eu un rapport de la Fondation des femmes qui estimait à environ 10 000 € le coût d'une procédure judiciaire pour viol. Il peut y avoir des aides, mais c'est sous condition de ressources. Donc c'est ce qu'on appelle avoir de l'aide juridictionnelle. Mais là, c'est ton avocat qui paye. Hausse les sourcils parce que, en fait, déjà, il faut gagner moins de 11 000 € sur l'année pour avoir le droit. Alors, je le dis, je profite de ton émission pour le dire. Okay. En matière criminelle, d'accord, donc pour les viols, par exemple, ou pour les tentatives de féminicide,
par exemple, l'aide juridictionnelle est de droit sans condition de ressources. C'est vrai. Ouais. Ok, c'est hyper important de le savoir parce qu'il y a plein de personnes qui ne le savent pas. Ensuite, il faut que ton avocat ou ton avocate accepte de t'assister à ce prix, parce qu'en fait, il faut bien que tout le monde ait conscience d'une chose aujourd'hui. L'aide juridictionnelle est tellement indigente que de fait, c'est votre avocate ou votre avocat qui paye votre défense de son temps et de l'argent qu'elle ne peut pas rentrer par ailleurs. En taux horaire, tu as une idée de combien dans un dossier, si tu prends l'aide juridictionnelle, combien t'es payé ? Bah oui, je crois qu'on avait fait le calcul au cabinet il y a quelques années. On avait, je crois que mis bout à bout, sur toute la procédure, c'est-à-dire jusqu'au moment du délibéré pour une procédure criminelle, je crois qu'on était arrivé à 7 € de l'heure. C'est vrai que... Voilà. Alors, 7 € de l'heure, il faut bien voir que d'abord, c'est même pas le SMIC. Et il faut bien voir que surtout, c'est d'autant moins le SMIC que nous, c'est avec les coûts, en fait, du cabinet, les coûts de fonctionnement du cabinet. Net, tu veux dire les 7 € net. Oui, donc en fait, c'est quasiment impossible, par exemple, d'être avocate et de vivre qu'avec de l'aide juridictionnelle. Bah, il faut en faire beaucoup, il faut que ce soit surtout des petits dossiers. C'est pour ça, il faut que ce soit de la commission d'office, par exemple, des procédures qui sont jugées à très bref délai, quoi. Parce que en plus, après, il y a un petit temps pour pouvoir se les faire payer, etc. Une commission d'office, c'est quand quelqu'un commet un délit. On va dire c'est la justice pénale d'urgence. D'accord, tu te fais choper en train de faire quelque chose, t'es attrapé et tout de suite, tac, t'es déféré au parquet, tac, t'es traduit devant un juge. Voilà, c'est ça, commission d'office, la défense pénale d'urgence, les comparutions immédiates, les flagrants délits, comme on disait avant. Pour continuer sur l'argent, il y a plusieurs rapports qui montrent année après année qu'en France, on consacre beaucoup moins d'argent que la moyenne des pays européens à la justice. C'est une honte. Le dernier rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, dans un rapport de 2024, établit qu'en France, on n'a que 11 magistrats pour 100 000 habitants. La moyenne, c'est 22 en Europe. Et on n'a que 3 procureurs contre 11 en moyenne en Europe. Et on consacre vraiment beaucoup moins d'argent. Comment tu l'expliques ? Comment tu expliques que la France consacre aussi peu d'argent à la justice ? La France n'aime pas la justice. La République française n'aime pas la justice. Voilà. Enfin, pour moi, c'est devenu une évidence. Je pense que c'est quelque chose qui est partagé vraiment par toute la classe politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, par de très nombreux intellectuels, par des philosophes, la France n'aime pas la justice, la France n'aime pas les juges. La classe politique, avant tout, n'aime pas les juges. Pour moi, c'est clair. Avant, c'était un peu sotto voce, on se le disait un peu entre deux portes, etc. Maintenant, on le voit bien, c'est totalement décomplexé. La haine des juges chez les politiques, c'est quand même vraiment tranquille. Je pense que la classe politique française a un vrai problème avec la justice. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le degré de corruption de la classe politique française ? Peut-être. Est-ce que, par exemple, pour toi, il ne faudrait pas commenter les jugements ? C'est inacceptable que les politiques se mettent à commenter les jugements rendus par les cours. Alors, intervenir publiquement, c'est la spécialité quand même de notre président actuel. Moi, ça me choque. Ça me donne de l'urticaire. Je ne supporte plus. C'est-à-dire commenter des affaires en cours. Ça, moi, je trouve ça inacceptable. Oui, parce que c'est vraiment un mélange du pouvoir exécutif avec le pouvoir judiciaire. Mais ça n'est pas possible, en fait. C'est possible, mais ça ne devrait pas être possible. D'accord ? Venir défendre tel homme politique, tel ministre, tel acteur qui est mis en examen, qui est placé sous le statut de témoin assisté, etc. Venir le défendre personnellement quand vous êtes présidente de la République, c'est inacceptable, à mon sens. Vraiment. Alors, on va dire le président ou la présidente de la République, pour moi, de toute manière, il ne devrait pas commenter les décisions de justice comme ça, en fait. Parce qu'il est garant de l'indépendance de la magistrature, parce qu'il est le premier magistrat parmi les magistrats, etc., etc. Et que, ok. Très concrètement, ce manque de moyens dans la justice, tu le vois comment, toi, dans l'exercice de ton métier ? Écoute, alors ça s'est un petit peu arrangé, mais moi je l'ai vu par exemple beaucoup au Conseil de prud'homme. On devait venir avec nos ramettes de papier à une époque quand même.
Parce que les greffes n'avaient pas d'argent. Non. Ils n'avaient pas d'argent pour payer le papier. Vraiment, c'est pas des blagues. Tu le vois dans des salles qui sont vétustes. Je veux dire, dans les territoires en région, etc. Il y a des tribunaux vraiment. En fait, ça me fend le cœur, quoi. Je me dis, mais en fait, comment on fait pour travailler dans ces conditions correctement? Comment la justice ne peut-elle ne pas être maltraitante quand elle est maltraitée à ce point? Comment est-ce possible? Des confrères, des consoeurs, pareil, qui travaillent dans des conditions, mais sur des bancs en bois là, du XVIIIe siècle, qui leur cassent le dos, alors qu'ils sont obligés d'attendre 7 heures. Enfin, mais en fait, des personnes à mobilité réduite qui peuvent pas accéder au tribunal parce qu'il n'y a même pas une rampe. Parce que c'est pas possible, en fait. On est où? On passe son temps à nous dire qu'on va construire des prisons. Mais quand est-ce qu'on construit des palais de justice dignes de ce nom, en fait? Parce que des palais de justice, c'est pas forcément des prisons, justement. C'est pas forcément un endroit pour punir. C'est pas forcément. Non. Ça a ce Il faut nom-là que ce aussi. soit accueillant. La justice, ça n'est pas que la justice pénale. Ça aussi, je pense que c'est vraiment quelque chose sur quoi on doit réfléchir. Si on veut réfléchir à une justice moderne, engagée, populaire et plus humaine, et donc qui soit mieux acceptée par la population. De rendre aussi les lieux beaucoup plus accueillants, beaucoup plus bien humains. sûr, bien sûr. On va parler de tes clientes et de tes clients. Parfois, il arrive que tu fasses de la défense. Tu défends des accusés, par exemple. Tu as défendu... Des prévenus, surtout. Ah oui. Pardon. C'est quoi la différence? En matière correctionnelle, en matière criminelle. Ah oui. Je vais pas me la raconter, j'ai jamais défendu d'accusés en cour d'assises. Ça m'est jamais arrivé. Oui, d'accord. Non. Ouais. Ok. Donc parfois, tu défends des prévenus devant des cours correctionnelles, notamment quand c'est contre l'État, contre la police. Par exemple, tu as défendu des militants antinucléaires à Bure. En 2016, tu as défendu Ryan, 15 ans, qui avait été mis en examen pour avoir mis le feu à du papier pendant le blocage de son lycée. Ou en 2016, tu as défendu des dockers syndicalistes de la CGT qui étaient arrêtés dans une manif. Encore, d'ailleurs, ouais. Donc ça, c'est les dossiers que tu prends quand tu fais de la défense. Pourquoi ce sont des affaires qui te marquent? Et, pardon, excuse-moi, je vais ajouter aussi quand même, non seulement j'ai pas cessé, mais surtout, se sont venues s'ajouter les femmes poursuivies. Ah, parce que en dénonciation calomnieuse. Mais oui, c'est vrai, bien sûr. Atteinte à la vie privée, pour harcèlement. Enfin, je veux dire, parfois même pour coups et blessures à l'encontre de leurs conjoints quand elles se sont un peu trop défendues, quoi. Donc il y a aussi cet aspect-là des choses. Et pourquoi c'est des dossiers qui comptent pour toi? Pour moi, il y a un continuum en fait entre le fait qu'on poursuive pas suffisamment les violences sexuelles et qu'on poursuive trop en fait les militantes, les militants, les manifestants, etc. Pour moi, c'est vraiment les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être moins les attaquer eux et puis... Peut-être, je ne sais pas, étant donné que nous sommes visiblement dans une logique d'économie. Moi, j'ai envie de dire moins de manifestants, poursuivis, un peu plus de violeurs. Oui, franchement, ça serait bien, je crois. Une fois, je t'ai vu à un procès défendre une personne qui était accusée de violence physique sur ses enfants. Et c'était une femme, Madame C. Pourquoi, alors que tu vas nous expliquer pourquoi en général, tu prends jamais les dossiers d'agresseurs, de personnes qui commettent des violences, pourquoi ce dossier-là, tu l'as pris? Est-ce que c'est parce que par principe, tu défends les femmes, quoi qu'elles aient fait? Non, pas du tout, c'était pas ça, non. Ok. Non, pas du tout. C'est parce que c'était elle, en fait. Vraiment. Je précise, tu la connaissais pas. Je la connaissais pas. Pas de lien avec elle. C'était elle, c'était son histoire en fait. Tout de suite, en fait, que j'ai comprise au quart de tour. On s'est rencontrés. Moi, je plaidais dans un autre dossier au tribunal et elle est passée avant moi toute seule. Sans avocat, sans avocate, alors que son ex-conjoint, donc en face, qui était censé donc incarner ce père vertueux, tellement précautionneux, préoccupé de ses enfants, etc., vraiment l'avait écrasé quoi, de toute sa domination, puisqu'elle, c'est une femme qui était en situation, elle est étrangère, elle venait d'un pays d'Asie du Sud-Est, elle était toute seule, elle était paumée, elle était visiblement avec un interprète qui parlait pas tout à fait la même langue que la sienne, donc c'était compliqué. Et elle était d'emblée en fait traînée à terre, vilipendée, comme moi j'ai rarement vu faire
faire, par exemple, pour un mec qui est accusé d'agression sexuelle, quoi. Ou de violence sur ses enfants. Ou de violence sur ses enfants, voilà, exactement. Parce que là, c'était ça le sujet. En fait, elle avait elle était poursuivie pour des coups, effectivement, sur ses enfants, chose que, évidemment, je cautionne absolument pas. Sauf que c'était vraiment un dossier particulier, parce que je vais pas faire du relativisme culturel, mais pour elle, en fait, de bonne foi, elle pensait que c'est ce qu'elle devait faire en tant que mère. En fait, parce que dans sa culture, dans son pays, en fait, c'est comme ça qu'on doit élever les enfants. Elle avait eu une formule, elle avait dit, bah moi, en fait, nous, on laisse pas les garçons grandir comme des roseaux mal taillés. Voilà. Et surtout, ce qui était extrêmement important, et c'est ça qui m'avait décidé, c'est qu'à aucun moment, jamais, elle n'avait nié les faits. À aucun moment, jamais, elle n'avait cherché de minimiser, de banaliser. Vraiment, elle était effondrée, en fait. Elle avait extrêmement bien compris, en fait, ce qu'on lui avait dit au commissariat, c'est-à-dire, madame, non, en fait, ici, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas faire ça. Ça avait été un peu la révélation. Et surtout, en fait, elle n'avait pas été mise vraiment en mesure de se défendre à armes égales sur d'autres plans. Donc moi, à partir du moment où elle reconnaissait les faits, où j'avais le sentiment que, par ailleurs, elle n'était pas une si mauvaise mère que ça, où non seulement elle reconnaissait les faits, mais elle acceptait d'être condamnée, même presque elle le demandait, parce qu'en fait, elle avait compris quoi, que c'était pas bien ce qu'elle avait fait, ou bon, en plus, les dommages causés aux enfants n'étaient pas non plus irrémédiables, et enfin, je veux dire, elle les avait pas envoyés 15 jours à l'hôpital, hein, ça, je pense que évidemment, je n'aurais pas pu. C'était ce qu'on appelait encore il y a quelques années des violences correctives, des violences éducatives, c'est-à-dire des claques sur les doigts et tout. Je banalise pas, je dis pas que c'est bien, mais c'est pour brosser le tableau, quoi. Et surtout, cette femme, elle avait été piégée, en fait, par le père de ses enfants, qui vraiment s'était complètement, avait saisi, en fait, cette occasion. Il faut savoir que ce gars avait quand même enregistré, il avait mis des caméras, en fait, à l'intérieur du domicile. Il avait enregistré pendant 2 ans et demi, en fait, ces violences, qu'il avait très soigneusement rangées dans des dossiers, etc. Tout archivé, quoi. Tout archivé, et il avait attendu 2 ans et demi pour se manifester et porter plainte. Donc toi, t'as entendu cette histoire au tribunal. Moi, franchement, et en plus, il a commencé vraiment à la présenter sous le jour le plus machiavélique, le plus ordurier, parce que elle pratiquait des massages, elle était travailleuse du sexe. Il faisait semblant de croire qu'il l'avait découvert comme ça, alors qu'il s'était connu comme ça. Vraiment, c'était pas possible en fait pour moi. Donc, c'est une conjonction de facteurs, mais le plus important, c'est qu'elle ait reconnu sa responsabilité et sa culpabilité. Sinon, je ne l'aurais pas défendue. Mais si un agresseur sexuel ou un violeur reconnaissait sa culpabilité, est-ce que tu le défendrais ? Non. Alors pourquoi ? J'en serais incapable. Non, je ne pourrais pas en fait. Je ne pourrais pas, même avec la meilleure volonté du monde, etc. Je ne pourrais pas parce que je n'ai pas de ressources intérieures qui me permettent d'exercer la défense d'un homme dont je pense, même s'il le reconnaît, qu'il viole ou qu'il tabasse ou qu'il agresse des femmes ou des enfants. Je ne peux pas. Parce que pour moi, il y a des rapports de domination de genre, en fait. Et je ne serais pas à l'aise, en fait. Je ne me sentirais pas à ma place face à ça. Je pense que je n'arriverais pas à faire confiance à mon client, non plus. Ce qui serait quand même extrêmement problématique. C'est pour ça que je crois que c'est un grand débat, hein, la défense féministe des agresseurs. Moi, je ne m'en sens pas capable. Ce n'est pas à ma portée. Voilà. C'est super clair, hein, comme tu l'expliques. Voilà, toi, t'estimes que c'est pas ça que tu veux faire, puis aussi le temps est limité dans sa vie, peut-être que c'est pas, t'as pas envie de passer du temps, mais c'est quelque chose qui peut vous être reproché. Tu es pas du tout la seule dans ce cas-là. Il y a plein de consoeurs à toi qui ont cette défense-là. Vous dites, nous on est des avocates féministes, on défend pas les agresseurs, et on vous reproche en gros d'être des mauvaises avocates, quoi, d'être des militantes, d'être moins bonnes que celles qui font les deux côtés. Il y en a qui disent, bah non, mais moi justement ça me rend meilleur avocat ou meilleure avocate de faire les deux côtés. Et puis ça donne tu décris qu'il y a beaucoup de mépris professionnel pour vous, mais ça me fait penser ces critiques-là sur des avocates qui seraient militantes. On dit ça des journalistes aussi, on dit ça dans plein de professions en fait. On t'explique que tu fais pas bien ton travail parce que tu as des convictions féministes par exemple, que ça te rendrait moins professionnel. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Alors, j'avais une discussion avec un confrère comme ça, dont c'était un peu la position, qui faisait que du pénal côté défense. Et puis un jour, il s'est trouvé que
il a dû assurer le coup en partie civile pour une copine, d'une copine qui avait été victime de viol. Elle avait atterri chez lui. Et on a eu une conversation extrêmement à la fois drôle et en même temps éclairante, je pense, où il était en fait totalement sidéré, quoi. Il pensait que vraiment c'était une piece of cake, que Tu veux c'était dire facile. que c'était vraiment facile. Ouais, qu'on n'avait rien d'autre à foutre en fait, qu'en fait finalement bah on avait qu'à se limer les ongles et se remettre du mascara et voilà quoi. Et que ça roulait tout Et seul que parce les que juges faisaient le travail en fait à notre place, évidemment totalement ou les en policiers. notre faveur, ou les policiers bien sûr. Ah bah oui, c'est vachement connu quoi. Enfin non mais Non, mais on rigole parce que en fait quand on voit ce que ça vous demande de monter les dossiers, toi tu dis que c'est quasiment un travail de défense en fait Bah de oui. faire ça. Bah oui. C'est-à-dire qu'il faut se battre tout le temps pour se faire entendre, se battre contre les institutions, se battre pour que des actes soient faits, se battre pour relancer, etc., etc. Donc en fait quelque part vous faites de la défense quoi. Bah bien sûr qu'on fait de la défense. Quand tu te retrouves en face d'avocats de la défense, justement, d'agresseurs, il y a des façons différentes aussi de défendre des agresseurs. Qu'est-ce qu'une bonne défense? Parce que parfois, je t'ai entendu dire dans des procès où vraiment il était évident que les mecs avaient commis les viols, mais ils étaient vraiment défendus. C'était triste, quoi, la façon dont ils étaient défendus. Et je me souviens que tu as dit à ta consoeur, vous étiez deux dans le dossier, et vous vous avez dit, ah là là, il y en a vraiment qui sont mal défendus, quoi. Mais vous le disiez pas du tout d'un air amusé, vous le disiez, vous étiez désolé, en fait, Bah pour oui. les accusés en face, parce que vraiment, ça se voyait que vos confrères avaient mal fait leur travail, quoi. Ils avaient traité ça par-dessus la jambe, ils avaient plaidé 10 minutes, ils connaissaient même pas la nationalité de leurs clients, enfin, ça n'allait pas, quoi. Alors, mal fait leur travail ou fait leur travail d'une manière qui nous semblait pas respectueuse de leurs clients. Moi, je reste convaincue parce que je l'ai vu dans d'autres dossiers, qu'avec une bonne défense, c'est-à-dire également de bons conseils, on a 2-3 confrères, consoeurs qui sont vraiment excellents pour faire ce genre de choses et qui sont redoutables. Tu peux significativement faire baisser une peine. Je l'ai vu, ça marche en fait. Et c'est une bonne chose. Bah, pour la défense, c'est une bonne chose. Mais pour la justice aussi, en fait, c'est une bonne chose. Parce qu'au final, personne ne sort gagnant quoi, de ce genre de comédie. Enfin, tout le monde sort abîmé, en fait, de ça. Pas seulement le dossier, mais l'institution, enfin, le droit, tout. Enfin. À quoi ça ressemble, selon toi, un procès où tout le monde fait bien son travail, il y a des affaires de violence sexuelle où tout le monde a bien fait son travail, vous d'un côté, les avocats de la défense de l'autre, et où ça rend justement une bonne justice. À quoi ça peut ressembler? Alors, c'est vrai que quand un avocat ou une avocate de la défense a suffisamment de recul pour voir que, manifestement, son client a vraisemblablement commis les faits dont il est accusé, et que même si tu vas réussir à faire des choses pour atténuer sa peine, bon, voilà, il est coupable. Hein. C'est pas parce que tu es en défense que tu es obligé d'être complètement aveugle et borné, et que tu as réussi à accoucher, en fait, finalement, tu as fait cette espèce de travail un peu de maïeutique, tu accouches ton client à l'audience de sa culpabilité, de sa responsabilité dans certaines conditions. La victime, ça lui fait un bien. Vraiment, enfin, il y a plein de clients, de clientes victimes de violences sexuelles qui s'épargneraient tout ça si seulement, d'emblée, la personne avait reconnu les faits, s'était excusée et avait accepté une espèce de peine civile, quoi. Oui, juste parce qu'elle a reconnu que ça avait bien eu lieu déjà. Voilà. Le mensonge, c'est horrible en fait. S'enfermer dans la dénégation, dans le mensonge, retourner la culpabilité, mais c'est ça qui est horrible. Donc quand on a des confrères ou des consoeurs de la défense qui arrivent à faire ça, non seulement souvent ça bénéficie quand même à leurs clients, mais ils participent à une œuvre importante en fait de réparation. Pour tout le monde, je crois. Et ils participent à une œuvre de réparation pour leurs clients aussi. Et pour la famille du client, pour toute la société en fait. Oui, parce que ça permet aussi justement que le type s'en aille pas en tôle sous les crachats et les colibés, que c'était comme s'il était un monstre, quoi. C'est pas la même chose. C'est un homme restauré dans sa dignité, même si c'est un violeur, même si c'est un agresseur, qui commence déjà à redresser un peu la tête et qui va non pas aller en tôle, mais effectuer une peine qu'il sait être juste. Bon, alors je voudrais qu'on parle justement de aller en tôle et de ces peines, parce que
C'est une grande question qui traverse voilà, la réflexion sur le droit et aussi les féministes comment est-ce qu'il faut punir le viol? Comment est-ce qu'on punit le viol? Le fait que la prison, ça semble pas être une solution. Il y a des positions donc qu'on appelle anticarcérales, donc c'est par principe en fait, on veut pas enfermer les gens, les priver de leur liberté. Toi, je sais que tu y réfléchis depuis Toujours. toujours. Et donc je veux bien t'entendre là-dessus. Est-ce que tu es une avocate anticarcérale? Est-ce que tu dirais ça? Non, je ne peux pas le dire parce que je crois peu en la prison comme peine. Je pense cependant que dans la mesure où on punit plein d'autres délits et crimes de peine de prison, je vois pourquoi les agressions sexuelles y échapperaient encore miraculeusement, auraient encore un régime en fait spécial là-dessus. Et surtout parce que dans ces histoires-là, c'est souvent le seul moyen en fait de faire cesser les violences, mettre les victimes à l'abri de l'emprise. C'est aussi peut-être un moyen pour certains de faire le point sur eux-mêmes et sur leur rapport en fait aux choses, si tant est qu'ils puissent bénéficier d'un suivi, par exemple, qui puisse être suivi par des CRIAVS ou des trucs comme ça. Voilà. Oui, donc des centres de ressources et d'intervention pour les auteurs de violences sexuelles. Mais là, enfin, ce qu'on sait, c'est que la prison, c'est horrible. Enfin, toutes les peines, en fait. Ah bah c'est clair. Mais c'est non, mais vraiment... mais la prison, enfin, on pourrait en parler des heures. En fait, moi, je le dis, je n'ai pas honte de le dire, je ne m'en cache pas. Lorsque une personne est poursuivie, alors moi, dans mon cas de figure, c'est pour viol ou pour agression sexuelle, et que je sais qu'elle va partir en détention, jamais de ma vie, ça ne me fait plaisir. Jamais de ma vie, je n'ai un sentiment de satisfaction, en fait, de voir cette personne partir en prison. Je sais ce que c'est la prison. Je fais plus de personnes détenues depuis très longtemps, mais j'en ai quand même fait pas mal. C'est je dirais, je discute avec mes confrères, mes consoeurs de la défense parce que je reste syndicaliste, je suis syndiquée au syndicat des avocats de France, qui est plutôt un syndicat de défenseurs et de défenseuses. Donc je sais ce que c'est. Et je trouve ça, il y a tellement à dire et tellement à faire pour améliorer les conditions de détention. Voilà, mais justement, est-ce que pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait? Il faudrait améliorer les conditions de détention ou il faudrait juste abolir la prison? Parce qu'en fait, on pourrait aussi dire, mais en fait, la prison, moi, je peux pas répondre sur cette horrible. question. Je suis pas au clair. Je pense pas qu'on soit dans une société actuellement qui nous permette d'abolir la prison. Voilà. Dans le sens où la prison reste la manifestation du pouvoir de punir d'un État. Je crois pas, malheureusement, que notre société soit suffisamment mûre et autonome pour qu'on fasse pour l'instant autrement. Et ça permet aussi des choses et c'est aussi une manière de punir. Que les détentions doivent être les moins longues possibles, ça c'est une évidence. Qu'elles doivent se dérouler dans les meilleures conditions possibles, c'est une évidence. Qu'elles doivent le plus possible être axées sur la sortie, la réhabilitation, etc. C'est une évidence également. Enfin là-dessus, moi, tous les confrères et consoeurs qui revendiquent là-dessus, qui travaillent avec l'Observatoire international des prisons, etc., me trouveront toujours à leur côté, en fait. Il n'y a pas de l'ombre d'un doute. Mais en même temps, tu dis que dans plein d'affaires, il faut absolument éloigner l'agresseur de la victime et que c'est la seule façon de le faire. Bah, c'est clair. Ne serait-ce qu'un an, quoi. Bah après, il y a aussi le genre de bracelet électronique, il y a aussi d'autres... C'est pas pareil. Parce qu'il y a aussi l'aspect, pour le coup, la victime cesse d'avoir peur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est face à des personnes qui ont peur, en fait. Qui ont peur. Moi, il leur faut un peu de temps pour qu'elles aient plus peur qu'ils sortent. Ou qui les attaquent, ou qui... Ouais. Ok. Alors que, quoi, tu veux dire que y a cet aspect tranquillisant, en fait, aussi pour les victimes. Bah oui, mais en plus, on peut pas leur donner tort, quoi, parce que quand même, il y a beaucoup de types qui, à peine condamnés, recommencent parce qu'ils n'ont pas été emprisonnés, quoi. Oui, mais on sait aussi que la prison, ça n'empêche pas la récidive. Alors, ça, c'est un autre sujet. Je sais que c'est ce qu'on dit. Moi, je pense que c'est faux. C'est parce qu'on a une très mauvaise vision, très mauvaise interprétation de ce qu'est la récidive. On est sur le sujet de la récidive légale, hein, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez été condamné. D'accord ? Sauf que ce qu'on sait, c'est qu'en matière de violence sexuelle, les infracteurs, d'accord, en réalité, ont déjà commis plusieurs fois des crimes ou des délits sans se faire jamais prendre, avoir jamais été interpellés, etc., etc., etc. D'accord ? Donc en réalité, ils sont déjà en situation de récidive, je veux dire,
matériel de fait quand ils arrivent en prison. Ok ? Donc, ce qu'ils font, c'est pas que la prison fabrique de la récidive, c'est juste que peut-être on a manqué de moyens ou la peine n'a peut-être pas été assez ferme pour leur faire comprendre que cette fois-ci, monsieur, va falloir s'arrêter, en fait. Donc, ils continuent, en fait, à faire ce qu'ils ont toujours fait. Ça veut dire que pour moi, c'est ça le problème dans la récidive pour les violences sexuelles. C'est qu'il y en a qui sont tellement des habitués, en fait, des vieux routiers de la violence sexuelle, de la violence de genre depuis qu'ils ont 16 ans, qu'en fait, c'est une seconde nature. Et ça, il faudrait arrêter de penser cette histoire de récidive qui fabrique de la récidive. Enfin, de prison qui fabrique de la récidive voilà. Comme ça, ok. Je voudrais qu'on parle de tes clientes, de tes clients, des bonnes et des mauvaises victimes. C'est le titre d'un de tes articles sur ton blog, sur Mediapart, où tu écris « J'ai eu des clientes violentes, des clientes roublardes, des clientes vengeresses, des mauvaises mères, des mauvaises filles. » Et tu ajoutes « Je prends tous les cas, et même parfois les plus désespérés. » Pourquoi t'écris ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que ça, c'est vraiment un stéréotype que les années passant, en fait, je supporte de moins en moins, en fait. Le stéréotype de la bonne victime. Ouais, voilà, vraiment. Enfin, elle a eu une vie sexuelle dissolue. Ah, c'est une... Enfin, je peux pas dire de gros mots, pardon. Mais... Ah si, on est en podcast, on peut dire tout ce qu'on veut. Ah bon ? Oui. D'accord, donc c'est une salope, voilà, ce genre de choses. C'est une... Il y a beaucoup de putophobie aussi dans les préjugés sur les victimes de violences sexuelles. Tu veux dire, par exemple, quand il y a une de tes clientes qui est travailleuse du sexe ou qui est prostituée, on va estimer que c'est impossible qu'elle ait été violée ? Bah oui, par exemple, qu'elle est forcément d'accord pour tout, en fait. Ça veut dire que c'est open bar, en fait. Son corps est totalement à disposition pour tout le temps, tout le monde. Que finalement, c'est toujours juste un petit différent commercial. Non, ce que je voulais te demander sur cette histoire de mauvaise victime, c'est ce qu'on te renvoie souvent, ou ce qu'on nous renvoie souvent sur le fait que les femmes mentiraient, en fait, et qu'il y a plein de fausses accusations. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu vois des menteuses ? Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent te voir où tu te dis, bon, elle raconte n'importe quoi, elle ment ? Alors, elle ment jamais. Elle a une mauvaise appréciation de la situation. Peut-être qu'elle n'est pas très au clair sur sa volonté, son désir, etc. Peut-être qu'elle ne sait pas bien ce qu'est un viol ou une agression sexuelle, c'est possible, etc. Peut-être qu'elle exagère ? Peut-être qu'elle exagère, oui, ça c'est déjà arrivé. Peut-être qu'elle n'accuse pas la bonne personne. Souvent, quand on dit que les femmes ou les enfants mentent, c'est parce qu'ils n'accusent pas la bonne personne ? Ah bah souvent, ouais, quand on dit ça, pas la bonne personne ou pas des bons faits. Pas de tous les faits. Malheureusement, mais ça c'est un effet pervers de notre justice sur la violence sexuelle, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir tendance à en rajouter parce qu'ils ont peur de ne pas être crus sur ce qu'ils ont vécu et donc de ne pas pouvoir recevoir justice. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont vécu n'est pas arrivé, que ce n'est pas des violences sexuelles. On peut accuser la mauvaise personne parce qu'on n'a pas l'espace en fait suffisant pour accuser la bonne personne. C'est hyper fréquent dans les cas de violences intrafamiliales. Genre quoi, on va accuser le voisin alors qu'en fait c'est le frère. Bah oui. Donc, mais pourquoi tu dis moi je prends tous les cas, même les plus désespérés ? Bah parce que c'est un peu, je dirais c'est un peu comme si c'était ma mission. Puis je me dis la pauvre en fait, elle est inaudible, c'est compliqué, mais je suis intimement convaincue qu'elle a été victime d'agression sexuelle ou de viol. Mais si elle sort de ce cabinet sans personne, elle va atterrir où ? Qu'est-ce qui va lui arriver en fait ? Donc essayons. Bon, une fois sur deux, ça donne pas de résultat probant, mais et puis moi, l'humain dans sa complexité, ça m'intéresse en fait. Donc on entend souvent que, enfin en tout cas, dans ce dont on accuse les féministes, on dit qu'elles bafouent la présomption d'innocence, on dit qu'elles comprennent rien à la justice, qu'elles comprennent rien au droit de la défense. Enfin bon, bref, oui, on est voilà. conne, quoi. Oui. Alors qu'en fait, il y a plein de positions. Justement, ce que je remarque, c'est que chez les féministes praticiennes du droit, il y a énormément de positions différentes, aussi très subtiles. Enfin, vous connaissez bien votre métier aussi. Donc, par exemple, toi, tu fais partie de celles qui disent que t'es pas pour l'imprescription. Par exemple, toi, tu fais partie de celles qui sont pas pour imprescriptibilité, je vais le dire pour toi. Ouais, des crimes sexuels ou des violences sexuelles. Alors, je n'y suis pas favorable dans l'immédiat et je prie par avance les victimes prescrites
que la prescription de leur affaire fait souffrir de ce que je vais dire. Je les entends, je les comprends et je compatis. Et j'aimerais trouver une solution pour elles. Je n'y suis pas favorable actuellement. Ça ne veut pas dire que je suis fermée. Dans la mesure où, là, ces 10 dernières années, il y a quand même eu énormément de changements dans la loi, où on arrive pour certains crimes à quasiment 30-40 ans en fait, de délai de prescription, où on a développé des moyens en fait, jurisprudentiels et légaux de contourner une prescription, d'en invoquer la suspension, d'en reporter le point de départ. Tout ça, j'y suis favorable à fond. Tout ce qui peut permettre en fait de desserrer cet étau, j'y suis favorable. L'imprescriptibilité, par nature, c'est quelque chose qui me fait peur parce que c'est un instrument quand même lourd. Ça veut dire qu'un État peut vous poursuivre à vie. Et ce que j'essaye toujours de dire pour expliquer mon positionnement, c'est que notre droit ne se résume pas au droit des violences sexuelles, qui d'ailleurs, en tant que tel, n'existe pas, n'est qu'un aspect du droit pénal ou de la procédure civile par ailleurs. Et que cette imprescriptibilité pour les viols, on peut un jour la retrouver ailleurs. C'est ça le problème. Oui, donc en fait, ça aussi, ça nous protège de l'arbitraire, en fait, aussi. Bah oui, la prescription, ça protège aussi de l'arbitraire. D'un État qui déciderait, par exemple, est-ce que vous militez contre lui, il va vous poursuivre 50 ans après pour un truc... Bah oui, si vous voulez. Et alors, on est d'autant... Enfin, moi, je suis d'autant plus échaudée que j'ai quand même participé il y a quelques années à des défenses de syndicalistes ou de militants qui refusaient de donner leur ADN. D'accord, ils étaient poursuivis pour des délits de manifestation. Et donc, il faut savoir que quand on a créé en fait ce fichier ADN à la base, c'était pour servir justement à mieux rechercher les auteurs d'infractions sexuelles, de viols, de féminicides, etc. Et en fait, ça a été étendu à peu près à tout. Et c'est systématique dans les délits politiques. Donc, malheureusement, l'histoire récente fait pas envie, quoi, sur le plan des exemples en termes de transgression, je dirais, de certains principes, de certaines normes, quoi. Quelque chose que tu réaffirmes dans le livre, qui est que la justice, elle peut pas tout régler, en fait, en matière de violence sexuelle, et qu'on attend beaucoup trop de la justice. C'est pas parce que tu es avocate et que tu aimes, encore une fois, cette institution judiciaire, même si tu la critiques, même si voilà, tu aimes le droit à la justice, tout, que tu penses que tout devrait passer sans arrêt par les tribunaux. Au contraire. Non, surtout en matière de violence sexuelle, mais là, j'invente rien. C'est Gisèle Halimi qui le disait. En fait, le procès, c'est quand même un échec. Nous, ce qu'on voudrait, c'est ne plus avoir à en arriver là. Ce qu'on voudrait, c'est que les hommes arrêtent de violer, quoi. Donc, moi, mon objectif, c'est pas de me faire un fonds de commerce sur le viol. Je préférerais largement que ça n'existe plus, quoi. Tu voudrais défendre qui, toi? Ou assister qui? C'est vrai que moi j'aime beaucoup la défense politique, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, mais surtout peut-être arrêter de fréquenter les tribunaux et les cours aussi à un moment et me consacrer davantage à l'écriture. J'aimerais bien pouvoir finir mon roman sur les chiens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de roman sur les chiens? J'ai commencé à écrire un roman en fait sur mes plus fidèles je suis désolée pour mes amis, les copines, je vous adore, vous êtes aussi mes fidèles compagnonnes, mais c'est pas pareil. Non, sur les chiens, ouais. Sur les chiens. Quel lien tu fais entre ton amour pour les chiens, que je connais? Nous avons connu des chiens. Ouais, on a ensemble. Des chiens mythiques. On a des chiens mythiques, par exemple, pour moi, c'est Hop. Bah ouais. Mais pourquoi, quel lien tu fais entre les chiens et ce métier que tu exerces, ce métier d'avocate? D'abord, alors j'en fais un parce que alors ça, c'est peut-être le seul point commun que j'avais avec notre ancien garde des Sceaux, ancien confrère Dupond-Moretti, c'est l'amour de ces bêtes. On en voit maintenant un petit peu plus dans les tribunaux, dans les cours, les chiens de soutien, dans certains procès, pour soutenir les victimes, etc. Ça marche très bien, c'est des chiens auxiliaires de justice. Et puis parce que ce sont des animaux formidables qui, moi, m'ont appris le sens de l'observation, en fait. Un chien est capable, ou une chienne, est capable vraiment de voir des expressions qui passent sur un visage qui sont microscopiques et de déceler
l'état d'esprit dans lequel est son maître ou sa maîtresse, ou son humain. Moi, je préfère dire humain, humaine, voilà. Et de s'y adapter et de faire ce qu'il faut. Un chien, une chienne, il sait quand vous êtes courroucé, malade, etc., presque avant même que vous le sachiez. Donc oui, pour moi, il y a des liens, en fait. Il y a des liens entre ce monde des hommes, des humains, de la justice et des chiens et des chiennes. Parce tu crois que la justice serait meilleure si on était un peu plus comme des chiens? Ouais, peut-être, ouais. Un peu plus observateur, être chien. un peu plus devenir chien, devenir chienne. Et plus affectueux peut-être aussi du coup. Bon. Écoute, merci beaucoup. Merci est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, quelque chose d'important? Je voudrais dire aux personnes qui sont victimes de violences sexuelles, qui ne sont pas tout seuls, elles ne sont pas toutes seules. C'est pas forcément obligé de porter plainte. Mais si ça peut vous faire du bien pour mettre les choses au clair dans votre tête, déjà, vous pouvez toujours consulter un avocat ou une avocate formée, compétente, qui pourra peut-être vous donner déjà des réponses. Le fait de venir voir un avocat ou une avocate pour prendre conseil, ça veut pas dire qu'on va aller ensuite porter plainte, mais s'engager pas dans du une longue tout. procédure Et et cette tout personne, ça. et cet avocat, cette avocate ne peut pas vous obliger ensuite à porter plainte, etc. Pas du tout. Vous êtes libre. Vous arrivez libre, vous repartez libre. Merci beaucoup, Élodie Tuaillon-Hibon. Merci, Tuaillon. maître. Parfois, je vous appelle comme ça. Parfois, je t'appelle et je dis bonjour, maître. Oui, ça me fait beaucoup rire. C'est une marque de respect, non aussi? Oui, c'est très important d'ailleurs. Maître, consoeur, avocate, voilà. Tu dis ça parce qu'il y a plein d'avocats. Oui, parce que là, on est sur un sujet en ce moment, sexisme et misogynie. En fait, dans l'exercice de la profession, il faut vraiment que ça s'arrête, quoi. J'ai plus la mansuétude que j'avais auparavant, en me disant, oh, les pauvres, faut qu'on les éduque. Non, en fait, c'est bon, on a compris, vous le faites exprès, quoi. Et tu leur dis quoi? Moi, c'est consoeur, confrère. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci maître. Le livre d'Élodie Tuaillon-Hibon, Il faut faire confiance à la justice, est publié aux éditions La Meute. En quelques pages, vous avez un condensé de sa réflexion. Et en plus, l'objet, comme tous les livres de cette collection dans La Meute, est fort astucieux. Il y a un autocollant. On peut transformer le livre en enveloppe et l'envoyer par la poste. Toutes les références, noms, concepts sont à retrouver dans l'article qui accompagne cet épisode sur mon Substack. C'est la plateforme sur laquelle vous pouvez écouter ce podcast sans publicité et surtout recevoir de mes nouvelles. Abonnez-vous. Renverser la table est créé et produit par moi, Victoire Tuaillon. Jeanne Longhini s'occupe de la production et de la communication. Solène Moulin a fait la réalisation, le mixage et la musique. Amandine Gilou s'occupe de l'identité graphique et Mélanie Vazeux des partenariats et de la publicité. Merci beaucoup pour votre écoute et vive la justice féministe.